Bonjour, bienvenue à cette présentation intitulée Vendre en marché public, une occasion d'affaires intéressante. D'abord, je me présente, Véronique Bouchard, je suis productrice agricole, je suis copropriétaire de la ferme biologique aux Petits Oignons. C'est une ferme maraîchère très diversifiée qui est située à Mont-Tremblant. En plus d'être copropriétaire de cette entreprise, j'ai eu la chance de donner plusieurs formations, notamment sur la vente en marché public et d'enseigner aussi en production horticole, en gestion au cégep. Dans cette présentation-là est basée sur notre expérience de vendre en marché public depuis plus de 15 ans. Notre mise en marché à la ferme aux Petits Oignons comprend la vente en marché public, mais aussi une boutique à la ferme, des paniers bio, autres ventes de proximité et depuis peu, une boutique, un point de vente ouvert 7 jours sur 7 à l'année, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Cette expérience de vente à marché public, on peut l'appeler une expérience d'apprentissage par essai et erreur. En fait, je suis pas issue du milieu agricole, donc on a dû apprendre à produire des légumes et vendre en marché public par l'observation et en essayant toutes sortes de choses, puis en apprenant de nos erreurs. En fait, il y a 15 ans, le marché n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Les marchés commençaient, émergeaient dans plusieurs endroits au Québec. Donc, notre entreprise a évolué en même temps que les marchés dans lesquels on a pu s'implanter. Dans l'affaire, il faut toujours rester à l'affût de l'évolution de notre environnement d'affaires et aussi des nouvelles tendances qui se développent. Donc, c'est une expérience qui s'est bâtie au fil des années. Pour cette présentation, on va commencer par parler des opportunités et des contraintes de la vente en marché public. On va présenter différents types de marchés publics. On va parler de comment évaluer le potentiel d'un marché, comment estimer les ventes potentielles, comment estimer la rentabilité de cette mise en marché, comment minimiser les pertes, comment maximiser la qualité et la fraîcheur de nos produits. Ensuite, on va voir quelques stratégies de marketing, puis finalement, on va s'arrêter sur quelques aspects pratiques. D'abord, les opportunités, ou on pourrait dire aussi pourquoi vendre en marché public. D'abord, pour l'achalandage, évidemment, on s'attend à un marché public qui ait une grande quantité de clients, ce qui va nous pouvoir permettre de faire des ventes en condensé. Il faut faire attention, par contre, avec l'engouement pour les marchés au Québec. Il s'est développé énormément de marchés, il s'en développe encore beaucoup. Donc, il peut y avoir un très grand attrait pour attirer des producteurs, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les clients vont être au rendez-vous. On va en reparler plus tard quand on va parler de comment évaluer le potentiel d'un marché. Un autre aspect intéressant de la vente en marché public, c'est le potentiel de pouvoir avoir un meilleur prix de détail, donc une meilleure marge sur nos produits. On élimine l'intermédiaire, donc évidemment, on obtient un meilleur prix. Ça peut être aussi une belle vitrine de promotion pour nos produits. Des fois, on va être en marché, puis les ventes ne sont pas nécessairement extraordinaires, mais c'est une belle occasion de faire connaître notre produit et d'inviter les clients à pouvoir se procurer nos produits dans d'autres points de vente. Un autre aspect aussi très positif de la vente en marché public, c'est la réponse rapide qu'on peut avoir face aux attentes des consommateurs. En ayant ce lien-là direct avec le consommateur, on peut adapter notre produit, on peut développer des nouveaux produits. On a vraiment ce lien-là privilégié qu'on ne pourrait pas avoir si on vend par des intermédiaires. Un autre aspect qui revient souvent quand on parle avec des producteurs ou des exposants en marché public, c'est la valorisation du métier. Il y en a beaucoup qui vont dire, pour moi, rencontrer les gens, ça fait partie de la paye. La gratitude qu'on reçoit de la part de notre clientèle, se faire dire merci, merci pour le travail que vous faites, merci d'être là chaque semaine. C'est vraiment un aspect qui va motiver plusieurs producteurs, plusieurs exposants à vendre en marché public au-delà des ventes. Un autre aspect intéressant aussi, c'est la complémentarité avec d'autres modes de mise en marché. Par exemple, notre ferme, on fait du panier bio, donc on se doit d'offrir une constance, une diversité tout au long de la saison. Au marché, on n'a pas les mêmes attentes. Évidemment, on va y revenir, la constance, c'est un élément qui est important. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'attente, on amène ce qu'on a, puis les gens, s'ils veulent l'acheter, ils l'achètent, s'ils veulent pas l'acheter, ils l'achètent pas. Donc, on n'a pas la même pression qu'avec d'autres engagements, ou sinon, il y a des producteurs qui vont avoir aussi des contrats d'approvisionnement avec, ça peut être des chaînes ou avec d'autres clients, donc ils peuvent mettre une certaine pression. Le marché peut amener une certaine complémentarité. Pour les gens qui font des paniers aussi, ça permet de pouvoir produire un petit peu plus pour s'assurer qu'on a ce qu'il faut dans les paniers, puis de pouvoir vendre les surplus là, au marché.
Ça peut permettre aussi de pouvoir vendre certains produits qui sont plus payants ou plus populaires. Il peut y avoir une belle complémentarité au niveau de la saisonnalité, comme par exemple dans le panier bio, on commence, nous, nos paniers bio très tôt. Et puis, quand on arrive dans l'abondance de saison, bien, on a des marchés qui sont très courts, qui sont seulement durant la saison estivale, alors qu'il y a beaucoup de clients et qu'on a beaucoup de légumes. Donc, le marché vient très bien complémenter nos autres formes de mise en marché. Il y a aussi les contraintes. On pourrait dire aussi pourquoi ne pas vendre en marché public. On va y revenir un petit peu quand on va détailler les coûts de cette mise en marché, mais il y a évidemment l'aspect de la main-d'œuvre. Au marché, souvent, on s'attend d'avoir le producteur derrière l'étal, mais on peut pas être dans le champ ou dans la fromagerie ou dans l'étable puis être au marché. Des fois, on aimerait pouvoir se cloner, mais c'est pas possible. Donc, il y a des enjeux de main-d'œuvre, de déplacement aussi. Le déplacement, c'est du temps. C'est pas toutes les entreprises qui ont la chance d'avoir un marché dynamique dans leur village. Donc, des fois, il faut se déplacer un petit peu plus loin, voire plusieurs kilomètres pour accéder à des marchés intéressants. Il y a les enjeux aussi d'horaire et de saisonnalité. On peut avoir un produit qui a une certaine saison et un marché qui a une saison qui est pas tout à fait compatible. Même chose pour les horaires. C'est pas toujours des horaires qui sont compatibles avec nos horaires de producteurs. Il y a tous les défis liés aux éléments, à la vente à l'extérieur. Donc, des fois, ça peut être le soleil, la chaleur, la pluie, le vent, le froid, le gel. Une autre contrainte aussi qui peut être un frein pour certains producteurs exposants, c'est le coût de l'emplacement. Des fois, l'emplacement va être par table, par gloriette, par étal. Une autre contrainte aussi, ça peut être le coût de l'équipement. C'est sûr que ça prend de l'équipement adapté pour la vente en marché public, surtout si on doit le déplacer ou même si c'est un kiosque qui est permanent. Ça demande un certain équipement, donc des coûts. Il y a les enjeux de réglementation et de permis, on va y revenir plus tard, mais dépendamment des produits qu'on vend, si on fait de la dégustation, etc., il va y avoir là, possiblement des permis à se procurer. Puis, il y a aussi une autre contrainte qui était aussi une opportunité, c'est la constance de l'offre. Même si on n'a pas d'attente de nos clients de fournir certains produits, c'est sûr que plus on a une offre qui est constante, plus ça va être facile de fidéliser une clientèle en contexte de marché public. Ensuite, on va parler des différents types de marchés parce que souvent, sous le thème marché public, on va englober toute une panoplie de marchés allant là, quasiment du marché aux puces au marché public permanent de type Jean Talon, Atwater ou à des marchés fermiers, des marchés événements aussi, des fois qui vont être ponctuels. Donc, il y a toutes sortes de marchés qui se sont développés au Québec durant les dernières années. Il y a des marchés qui vont être permanents, d'autres qui vont être saisonniers. C'est sûr que quand on est dans des marchés permanents, on parle de structures qui sont fixes. Donc, souvent, c'est des marchés qui vont être... va falloir louer un étal sur plusieurs jours ou à l'année. Donc, c'est plus difficile d'avoir le producteur qui est là derrière le comptoir. Donc, souvent, ça va être des marchés un peu moins authentiques où le contact avec le producteur est moins fréquent. Ça va être des marchés aussi, les marchés permanents, où il va y avoir un peu plus de revente, forcément, pour pouvoir assurer une constance, puis avoir un étal qui est garni à la semaine longue, à l'année longue. Il va y avoir plus de revente. Dans les marchés saisonniers, bien là, on va avoir souvent plus des marchés qui vont apparaître, des marchés happening où il y a absolument rien dans le cœur du village. Puis le samedi matin, le marché apparaît. Souvent, ces marchés-là vont aller chercher plus des petits producteurs et souvent, ça va être le producteur ou l'artisan qui va être derrière son étal. Il y a des marchés qui sont en milieu urbain et des marchés qui sont en milieu ruraux dans différents contextes socio-économiques. Il va y avoir des avantages, des inconvénients, dépendamment de la localisation du marché. Si on est en milieu urbain, par exemple, souvent, on va avoir plus de diversité culturelle. Donc, certains produits qui vont bien se vendre en ville ne se vendraient pas bien en milieu rural parce que les habitudes de vie sont différentes. Des fois, en milieu rural, les gens ont des jardins ou ont quelques poules. En milieu rural, on va beaucoup... le mode de communication est encore beaucoup du bouche à oreille. Donc, ça peut être une arme à double tranchant où, si on fait un bon travail, on peut rapidement se faire connaître dans une communauté. Par contre, si on fait une erreur, ça se sait aussi très rapidement.
Puis nous, on le voit même à l'intérieur d'un milieu rural, on vend sur 3 municipalités dans les Laurentides, puis les légumes qu'on va vendre dans ces municipalités-là, c'est pas les mêmes. Donc, les gens mangent des légumes dans les Laurentides, mais lequel va être plus populaire, par exemple, à Val-David qu'à Mont-Tremblant. Donc, même d'une ville ou d'une municipalité à l'autre, on peut voir certaines différences. Il y a des marchés qui sont bien établis, qui ont toute une historique, qui ont une clientèle bien développée. Il y a aussi des marchés qui sont en développement. Un marché en développement, ça peut être une belle opportunité aussi si on est une entreprise aussi en démarrage, de pouvoir croître avec un marché. Ça peut offrir de belles possibilités. Ça peut être une position stratégique aussi pour une entreprise de se développer dans un marché qui est en développement, où on sent qu'il y a un bon potentiel de développement parce que c'est une belle localité, que c'est un beau milieu socio-économique. Dans certains marchés, on va avoir des structures permanentes, ça peut être des structures de bois, il y a des structures maintenant semi-permanentes, sinon ça peut être des gloriettes ou des petits chapiteaux qui sont montés là, la journée même. Quand on parle de différents marchés aussi, on peut parler de différents types de gouvernance. On peut avoir des marchés qui sont gérés en organismes à but non lucratif, en coopérative, des fois qui regroupent producteurs et ou clients. On peut avoir des organisations municipales ou paramunicipales, ou ça peut même être des entreprises privées qui gèrent des marchés. Ensuite, différents types de marchés vont aussi offrir différents horaires. Donc, il va y avoir des marchés qui vont être à toutes les semaines. Il y en a qui ça va être plusieurs jours par semaine. Les heures peuvent être aussi différentes. Puis, on peut avoir aussi des marchés qui sont limités dans le nombre d'étals ou des marchés qui ont vraiment beaucoup d'exposants différents. Puis, on va avoir différents coûts. Évidemment, si c'est une structure qui est permanente, qui a coûté plus cher à construire, peut-être que le coût de location va être plus élevé que si c'est une structure qui est temporaire. Il faut évaluer toujours le coût, on va y revenir, en fonction des services offerts. Est-ce qu'il y a un accueil au marché? C'est quoi la publicité que l'organisation du marché fait pour faire la promotion de l'événement? Est-ce qu'il y a accès à de l'entreposage, à de l'électricité? Quand c'est un marché bien établi, on peut demander à voir les statuts et règlements, avoir des statistiques. Les marchés bien établis, souvent, ont des statistiques d'achalandage, même des statistiques de vente. Et on peut demander aussi à voir la liste des autres exposants pour savoir dans quel contexte notre produit va s'insérer, est-ce qu'il va y avoir de la concurrence, est-ce qu'on va être seul dans notre créneau. Pour évaluer le potentiel d'un marché, ça peut être intéressant, premièrement, de dresser une liste des marchés disponibles en fonction des critères qui sont importants pour nous. Par exemple, si pour nous, c'est très important l'authenticité de notre produit, on va peut-être mettre dans nos critères d'importance que ce soit un marché qui n'ait pas de revente. Ensuite, on peut avoir aussi une certaine limitation géographique. On est prêt à faire combien de kilomètres pour se rendre au marché. Il faut faire attention, comme je le disais, il y a une très grande demande pour avoir des producteurs et exposants parce qu'il y a un grand engouement pour le développement des marchés au Québec. Il faut faire attention, par contre, parce que parfois, on prend un peu les producteurs pour des amuseurs publics à rabais, dans le sens où il faut que ça reste une belle occasion d'affaires, d'où vraiment l'importance là, de bien calculer si c'est une bonne occasion d'affaires. Donc, il faut se demander si la clientèle est au rendez-vous. Ensuite, les horaires, dépendamment de notre produit, on peut choisir des horaires différents. Par exemple, les producteurs d'alcool, de vin, par exemple, ou d'alcool de fruits, bien, vont peut-être préférer faire des marchés qui vont être le jeudi ou le vendredi en fin de journée que le samedi matin parce que c'est plus difficile de faire déguster des alcools le samedi matin que le jeudi ou le vendredi en finissant de travailler. Donc, dépendamment du produit, l'horaire peut être intéressant pour un exposant puis ne pas l'être pour un autre. Pour pouvoir avoir toutes ces informations-là, vous pouvez demander le plus d'informations possible à l'organisation du marché ou parler avec aussi les autres producteurs. Pour certains produits,
qui sont des produits qu'on consomme à chaque semaine, comme par exemple les légumes. On va s'installer dans un marché où on va vendre à chaque semaine. Pour d'autres produits, comme des produits transformés, si on parle des petits pots, des alcools, comme ça, souvent les exposants, les producteurs vont faire plusieurs marchés et ils vont y aller seulement une fois de temps en temps. Donc, c'est important de demander si c'est possible de faire un marché, par exemple, une fois par mois ou aux 2 semaines, ou si est-ce qu'une présence hebdomadaire est exigée. Ensuite, ça va être important d'estimer les ventes pour l'année qui s'en vient, mais aussi voir quel est le potentiel d'évolution des ventes. On va y revenir. Puis aussi, on va vouloir s'intéresser à calculer tous les coûts de cette mise en marché-là. C'est important pour pouvoir, après ça, savoir c'est quoi la rentabilité. Puis, on peut se faire une genre de petite étude de marché. Dans le fond, c'est de trouver le marché qui est adapté à notre produit ou encore, ça peut être aussi d'adapter notre produit au marché qu'on vise. Donc, cet arrimage-là du produit et du marché peut se faire via une petite étude de marché qu'on peut faire pour chaque marché. Pour pouvoir estimer la rentabilité d'un marché, il faut d'abord commencer par pouvoir estimer quelles vont être les ventes potentielles. Pour ça, on peut se baser sur son expérience. Si on fait déjà de la vente, par exemple de la vente à la ferme ou de la vente via des paniers ou via des intermédiaires. On peut comparer les achalandages. Par exemple, si on connaît l'achalandage de notre kiosque à la ferme, on peut s'informer sur l'achalandage au marché puis tenter d'évaluer quelles vont être les ventes potentielles. Ensuite, on peut voir aussi une courbe de production par rapport à la saisonnalité parce que dépendamment de l'horaire du marché et de notre horaire de production, souvent, ce qui va être limitant, ça va être notre offre de produits, alors qu'à certains moments de la saison, ça pourrait être la clientèle. Je vous donne un exemple. Dans le secteur maraîcher, souvent, les marchés vont débuter début juin ou même début juillet. Dépendamment des régions du Québec, les légumes commencent tout juste à produire, alors que on arrive là au mois d'août, on est maximum de production, maximum d'achalandage. Les gens sont en vacances, puis on arrive à l'automne où là, c'est la grosse saison des récoltes, mais les gens sont retournés travailler, puis l'achalandage baisse dans les marchés. Donc, ça va être important de prendre en considération les facteurs limitants qui sont l'achalandage, qui n'est pas le même à chaque semaine de l'année, et notre calendrier aussi de production. On peut aussi parler aux gestionnaires de marché, comme je l'ai. S'ils ne tiennent pas des statistiques, déjà parler avec l'organisation, vous allez chercher plusieurs informations. Vous pouvez parler aussi à d'autres producteurs. Ça peut être des producteurs de votre secteur d'activité qui sont dans un autre marché, donc ils ne se sentiront pas en compétition. Ils vont pouvoir vous donner des informations. Par exemple, nous, on est dans les Laurentides. Je pourrais appeler un producteur qui est dans le bas du fleuve puis lui demander ses ventes à chaque semaine. Et probablement que ce producteur-là, ne se sentant pas en compétition, serait généreux de ces informations. Et aussi demander à des producteurs dans votre marché, mais qui sont dans une production non concurrentielle. Par exemple, demander à un producteur de viande ou de fromage quelles sont ses statistiques de vente dans ce marché-là par rapport à un autre marché. Ça va pouvoir vous donner des indications sur le potentiel de vente. Ensuite, vous allez, pour pouvoir évaluer les ventes, devoir fixer vos prix. Il y a 2 méthodes pour fixer des prix, basées sur les coûts de production, puis basées sur l'analyse de la concurrence. Souvent, on va faire les 2 méthodes, puis après, on va arriver avec un choix. Des fois, par rapport à un coût de production, on se rend compte que le prix de vente serait trop élevé. Donc, on va accepter de faire un compromis puis de vendre peut-être de faire une plus petite marge de profit sur certains produits parce qu'on sait qu'on ne peut pas augmenter le prix davantage. Alors que sur d'autres produits, on a des coûts de production assez faibles, mais on voit que la concurrence, le prix est assez élevé. Donc, sur ces produits-là, on va pouvoir se rattraper pour arriver avec une marge moyenne qui nous permet de rentrer dans nos frais. Pour ça, ça va demander de faire une veille de prix. Donc, c'est de regarder, de vous mettre dans la peau du consommateur qui va magasiner, finalement, qui va comparer votre produit avec ce qu'on trouve ailleurs. Il va probablement comparer avec le produit de l'épicerie, même si ce produit-là est différent. Ça va être à vous, en tant qu'exposant, d'expliquer au consommateur en quoi votre produit est différent. Mais il va comparer aussi avec les autres produits du marché ou de boutiques spécialisées. Donc, c'est important. Dépendamment d'un marché aussi, on voit ça, il y a des marchés où on peut obtenir des meilleurs prix, puis il y a d'autres marchés où on sent que le prix est un petit peu plafonné. Donc, les prix peuvent être, oui, différents d'un marché à l'autre. On peut aussi
ajuster son calendrier de production pour atteindre des ventes maximales à différents moments de l'année. Puis d'une année à l'autre, tenter là, toujours de maximiser tout le calendrier de production du marché, donc de tenter de produire plus ou de trouver des nouveaux produits pour venir combler la période où vous maximisez pas vos ventes selon le calendrier du marché. Ensuite, on peut voir l'évolution des ventes sur plusieurs années. Donc, on évalue les ventes la première année, l'année 1, l'année 2, l'année 3. Puis, on peut voir aussi à ce que la rentabilité soit atteinte seulement après un certain temps. Pour faire ces évaluations-là de ventes potentielles, c'est possible d'aller chercher des services conseils. Pour les entreprises agricoles, il y a des subventions via Agri-Conseil qui peuvent permettre d'aller chercher des très bonnes subventions pour du service conseil dans les entreprises certifiées bio selon les régions. Là, ça peut aller jusqu'à 85 %. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher des conseillers qui vont pouvoir vous aider. Puis souvent, les conseillers en gestion ou en mise en marché faisant affaire avec plusieurs entreprises ont déjà des indications sur les potentiels de vente ou peuvent vous suggérer des méthodes pour évaluer votre potentiel de vente selon le marché. Ensuite, très important, il faut aussi évaluer les coûts pour pouvoir évaluer la rentabilité. Dans les coûts de la mise en marché et en marché public, bien évidemment, il y a la location de l'emplacement. Puis, il faut faire attention, il faut toujours analyser le coût de la location en fonction du panier de service. On pourrait avoir un emplacement qui est gratuit, puis on pense faire une bonne affaire, mais finalement, c'est une mauvaise occasion d'affaire parce que l'achalandage n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut toujours comparer la tarification, les services offerts et aussi la clientèle qui va avec le coût de l'emplacement. Dans les services offerts, ben ça peut être de l'entreposage, de l'électricité, des assurances aussi. Souvent, on n'y pense pas. Fait que c'est des questions à poser aussi. Est-ce qu'il y a une équipe de soutien? Est-ce que si jamais on a oublié notre petite caisse, on va avoir une équipe qui nous permet d'avoir du change? Est-ce qu'il y a une table à l'accueil pour accueillir les visiteurs au marché? Est-ce que, justement, il y a des statistiques de vente? Donc, c'est un ensemble de choses, un panier de services qui va nous permettre d'évaluer si le coût est intéressant pour nous. Il y a le transport aussi. Souvent, les producteurs, les exposants vont juste calculer le coût de l'essence, mais il y a aussi tous les frais d'entretien, l'amortissement du véhicule et le temps. Ce qui m'amène aussi à parler de la main-d'œuvre. Souvent, les producteurs vont comptabiliser tous les coûts, mais ne vont pas comptabiliser leur propre temps parce qu'on ne se verse pas de salaire. Il faut toujours garder en tête que pour qu'une activité de mise en marché, quelle qu'elle soit rentable, et il faut penser à l'éventualité où on tombe malade, où il nous arrive quelque chose, qu'on puisse être remplacé. Donc, on va forcément devoir payer la personne qui nous remplace. Donc, c'est très important de comptabiliser tous les salaires, incluant le nôtre, même si on n'est pas dans une structure juridique où on se verse un salaire. Il va y avoir aussi les coûts des permis. Si vous voulez faire des produits de transformation, c'est important d'évaluer à part le volet transformation pour voir si le coût du permis est justifié. Est-ce que les ventes vont être au rendez-vous pour rentabiliser le permis? Si on parle d'entreprises certifiées bio aussi, il va y avoir un surplus pour la certification de la transformation. Évidemment, dans les coûts, il faut penser aux pertes parce que forcément, on va y revenir quand on va parler de la gestion des pertes. On va toujours avoir un peu de pertes parce qu'on veut maximiser nos ventes. Donc, il faut aussi un petit peu les compter dans le calcul. Si c'est une mise en marché qui inclut certaines pertes, plus que, par exemple, une mise en marché en panier bio où les paniers sont tous vendus à l'avance. Donc, la récolte est faite en fonction d'un volume de vente déterminé ou des fois des contrats d'approvisionnement. On va aller récolter exactement la quantité de laitue qui a été vendue, alors qu'en marché, on apporte des produits et des fois, on en ramène. Il y a aussi tout le coût en matériel et équipement. Ça peut être, dépendamment là, des types de produits, ça peut être des glacières, des congélateurs, des présentoirs. Évidemment, c'est possible de faire beaucoup avec peu. On va voir quelques exemples plus loin. Ça peut pas forcément coûter très cher, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même évaluer pour avoir un minimum de professionnalisme. Il va falloir faire un petit peu d'investissement au niveau du matériel et de l'équipement. Puis, une fois que vous avez réussi à déterminer quels sont les coûts de mise en marché et que vous avez évalué vos ventes potentielles, c'est là que vous allez pouvoir estimer là, votre rentabilité ou votre seuil de rentabilité. C'est toujours important de savoir combien de ventes
vous devez faire par marché pour au moins rencontrer vos coûts de base. Vous savez à ce moment-là que vous commencez à y aller bénévolement, puis que éventuellement vous commencez à faire de l'argent à aller au marché. Donc, comme je le disais, un des aspects cruciaux dans la rentabilité de la mise en marché, surtout dans les produits frais, que ce soit en marché public ou en situation de kiosque à la ferme ou dans une boutique, c'est vraiment le minimiser les pertes. Les pertes sont inévitables pour 3 raisons. Parce que forcément, il y a la météo, des fois, il va faire chaud, les produits vont souffrir de la chaleur. Il y a aussi parce qu'on veut maximiser les ventes. Un marché idéal, c'est quand à la fin, il nous reste un petit peu de chaque item. Ça arrive jamais, mais c'est ce qu'on vise. Puis, on va vouloir aussi en amener un petit peu plus pour avoir un étal alléchant. On va en reparler quand on va voir les stratégies de marketing là, par rapport à l'abondance. Pour essayer de minimiser les pertes, c'est super important de tenir des inventaires, donc de savoir exactement combien de produits on a amené et combien on en ramène, donc pour pouvoir calculer exactement quelle quantité de produits on a vendu. Ça va pouvoir nous permettre d'une semaine à l'autre de s'ajuster pour pas amener trop de produits, mais en amener suffisamment, et même d'une année à l'autre. Quand on a des statistiques de vente sur plusieurs années, comme c'est le cas dans mon entreprise, on sait, par exemple, que la fin de semaine de la fête du travail, on va avoir une augmentation de 15 % des ventes cette fin de semaine-là. Puis après ça, une baisse. Donc, on peut suivre les courbes de vente et s'ajuster pour amener les bonnes quantités puis diminuer les pertes. On va aussi faire attention d'exposer nos produits inutilement aux intempéries, au soleil, à la chaleur, au vent, dépendamment là, des produits. Dans le cas des produits frais, comme le légume, on va aussi faire attention à garder les produits bien frais. Ça peut être d'avoir quelque chose pour brumiser avec de l'eau très froide. On peut amener des glaçons même pour garder l'eau bien froide. S'assurer d'avoir des coins d'ombre pour laisser les produits le plus possible à l'ombre. On peut, s'il n'y a pas d'ombre sur place, on peut s'amener des parasols, s'amener des structures pour se créer de l'ombre. Pour certains produits comme la viande ou le pain, ça peut être d'avoir des présentoirs avec un plexiglas dans le cas. Je sais que dans le cas du pain, quand il pleut, s'il y a de l'eau sur le pain, c'est foutu. Pour la viande congelée aussi, une fois que la viande est dégelée, on ne peut pas la recongeler. Donc, il faut trouver des façons de rendre le produit visible, attrayant pour le client, tout en s'assurant, là, par exemple, dans le cas de la viande congelée, que ça reste congelé. Ça va être important aussi de faire une bonne rotation des produits. Si on charge un étal, on va venir mettre les produits derrière puis pousser toujours vers devant les produits pour que le client prenne le produit, que ça fait le plus longtemps qu'il est sur l'étal. Comme ça, on évite que les produits restent trop longtemps sur l'étal. Il faut faire attention de ne pas essayer de vendre les produits qui ont été abîmés. On va en reparler, l'importance de la qualité et de la fraîcheur. Donc, il faut éviter à tout prix là, de vendre à rabais à la fin du marché. Ça peut faire en sorte aussi que vous créez une habitude chez les gens. Au lieu de vous acheter vos produits de première qualité à plein prix, ils viennent vous acheter les produits à la fin du marché en cherchant les rabais. Pour pouvoir valoriser ces produits-là qui ont été un petit peu affectés par l'exposition au marché, ça peut être de trouver des débouchés précis. Il y a possibilité de faire du troc entre producteurs. Par exemple, moi, j'ai des pertes de légumes. Mon voisin est un boulanger, a des pertes de pain, mais il peut être très content d'avoir des légumes et moi, j'ai du pain en échange. Donc, au lieu d'avoir des pertes, on repart avec des beaux paniers de victuailles, on fait des échanges. Ça peut être aussi de voir avec d'autres exposants du marché. Parfois, il y en a qui vont faire, par exemple, des tartes ou des quiches. Bien, si on a des petits fruits, on peut peut-être avoir une entente de vendre à rabais à celui qui produit de la tarte des petits fruits qu'ils nous auraient pas achetés parce qu'ils n'auraient pas eu les moyens d'acheter des petits fruits locaux. Mais dans ce contexte-là, là, ça fait l'affaire des deux. Fait qu'il faut trouver des solutions gagnant-gagnant. Même chose pour les légumes, ça peut être transformé en quiche ou être utilisé par un transformateur ou un restaurateur qui serait capable de le transformer, par exemple, les fines herbes en pesto. Donc, ça peut être de trouver ces débouchés-là particulier, soit au marché ou en dehors du marché. Ça peut être un restaurant avec qui vous avez l'habitude de faire affaire. Vous offrez des deals de fin de marché si vous avez un transformateur qui est prêt à gérer le produit. La qualité et la fraîcheur, c'est un aspect vraiment crucial pour les produits frais, évidemment, et sur lequel il ne faut faire absolument aucun
compromis. C'est pour ça que c'est important là, d'avoir des bonnes stratégies pour minimiser les pertes. On va parler aussi de marketing. Ça sert à rien de parler de toutes les stratégies de marketing si la qualité est pas là à la base. Si vous avez des produits dont la qualité est affectée, c'est mieux de trouver d'autres débouchés, comme on le disait. Puis, le fait d'avoir une bonne qualité va vous permettre de garder un bon prix et aussi de garder une attitude assurée, une confiance. Si vous avez un produit exceptionnel, ça va se sentir dans votre attitude aussi, puis ça va influencer le consommateur. Assurez-vous de toujours être fier de vos produits. Puis si vous n'êtes pas fier, ben c'est pas au marché qu'il faut le vendre, c'est dans un autre canal, peut-être un canal de transformation. Si vous avez des produits qui sont imparfaits, comme je donne l'exemple souvent de nos concombres sourires, des fois on a des concombres qui sont crochus. Si je les mets dans mon étal avec les concombres, personne ne va choisir ces concombres-là. Je les garde près de la caisse, je les donne aux enfants, je les appelle mes concombres sourires. Ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir aux parents. Donc, ça peut être une stratégie là, pour valoriser ces légumes-là, des fois qui sont imparfaits. C'est surprenant comme le même légume dans l'étal ou donner à un enfant une carotte croche. La carotte croche, elle va être tout d'un coup très drôle alors qu'elle aurait été boudée sur l'étal. Puis comme je l'expliquais, il faut vraiment faire attention là, à tout ce qui est soleil, chaleur, vent, pluie. Dans le cas des légumes, il faut faire attention à tout ce qui est emballé dans les sacs de plastique parce que dès que le soleil frappe sur un sac de plastique, ça fait comme un effet de serre. Puis il faut être conscient aussi que à l'extérieur, le soleil bouge, donc l'ombre bouge. Donc on peut s'installer en début de marché, nos produits sont à l'ombre et 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, on avait un sac de carottes qui était à l'ombre, qui s'est retrouvé au soleil. Il a fait très chaud dedans. Donc, ça peut affecter beaucoup la qualité des produits et le potentiel de conservation. Donc, c'est très important, je vais y revenir quand on va parler des stratégies de marketing, de faire le tour de son étal régulièrement pour voir ce genre de choses, s'assurer que les bacs qui sont en dessous des tables sont toujours à l'ombre. Ça peut impliquer de des fois déplacer carrément les tables en plein milieu du marché pour suivre la trajectoire du soleil. Ensuite, on va parler des stratégies de marketing. On va voir comment positionner et développer son offre. On va parler aussi de la promotion, quelques trucs de base. On va parler d'un aspect très essentiel dans la vente en marché public qui est le service à la clientèle. Puis après, on va parler aussi des aspects là, de visuel et de fonctionnalité de votre étal. Pour ce qui est du positionnement et du développement de votre offre, ça va se faire en fonction de l'offre qui est déjà existante. Vous allez tenter de vous différencier par rapport aux autres exposants et de la clientèle. C'est important de connaître votre clientèle et d'adapter votre produit à la clientèle. Par exemple, si vous êtes dans un marché où il y a beaucoup de touristes et de villégiateurs et que vous êtes, par exemple, producteur de poulet, mais c'est peut-être pas dans ce marché-là que vous allez vendre le plus de poulets congelés, mais par exemple, vos petites terrines qui vont bien se manger en pique-nique vont peut-être faire fureur. Donc, des fois, dépendamment des marchés où vous allez, dépendamment de la clientèle, vous allez apporter des produits différents ou développer des produits différents. Pour ce qui est de diversifier votre offre, on n'en parle jamais assez, mais la meilleure stratégie, c'est toujours de vendre plus aux mêmes clients. Ça peut être en étendant, par exemple, votre saison de production, en trouvant des stratégies pour arriver plus tôt sur le marché ou pour pouvoir étirer la production de certains produits. Ça peut être aussi de développer des nouveaux produits. Par exemple, comme dans le prêt-à-manger, évidemment, il faut évaluer là, si ça vaut la peine de se payer des permis de transformation et tout. Mais dans certains marchés où on a beaucoup de villégiateurs et de touristes, les gens aussi cherchent une expérience. Les clients recherchent, en plus de faire leur épicerie, de vivre une expérience et donc sont intéressés par du prêt-à-manger. Ça peut être, si vous êtes producteur de viande, d'avoir un barbecue avec des morceaux de viande ou saucisses sur bâton. Ça peut être aussi des smoothies ou des jus frais, des sandwichs. Évidemment, c'est important d'analyser qu'est-ce qui se fait sur le marché pour pas arriver avec un produit qui est trop similaire. Puis de trouver aussi le bon produit en fonction de la clientèle du marché. Si vous voyez beaucoup de familles, bien, peut-être trouver des produits pour les enfants s'il n'y en a pas tellement d'offertes dans le marché. Donc, c'est une bonne stratégie là, pour vendre plus aux mêmes clients. Ensuite, quand on parle des stratégies de promotion, c'est très important de développer un visuel, une image
de votre entreprise là, qui est à la hauteur de la qualité de vos produits. La base de votre image, ça va être votre nom d'entreprise et votre logo. Des fois, on peut avoir un slogan associé à notre entreprise ou pas. Mais le logo, c'est vraiment la base là, de votre outil de promotion de base. Puis il va vous suivre tout au long de votre vie, comme on va le voir par après. C'est possible de faire évoluer un logo d'entreprise. Ça peut changer avec le temps. C'est même bénéfique de faire évoluer l'image de l'entreprise. Mais votre logo va être un peu la base de la signature visuelle de l'ensemble de votre matériel. Comme je le dis souvent aux producteurs, faut pas avoir peur du branding. Souvent, dans les milieux alternatifs, on n'est pas des gens qui tripent sur les logos, qui tripent sur les marques d'entreprise, mais c'est quelque chose qui est vraiment important parce que le logo, c'est comme un code, ça fonctionne comme ça partout dans le reste de la société de consommation. C'est une façon de reconnaître rapidement votre entreprise. Et puis, les gens qui vous aiment, qui veulent acheter vos produits, bien, s'ils reconnaissent facilement votre logo, ils vont rapidement aller vers votre produit. Comme on le voit dans la présentation, on voit un exemple ici d'une boulangerie. On voit le logo de l'entreprise imprimé directement sur la nappe. On voit une bannière à l'arrière. On voit des tabliers avec le logo de l'entreprise. Dans ce cas-là, il y a un petit slogan. C'était une boulangerie qui faisait pas juste des pains, mais qui faisait aussi des viennoiseries, des mets crus. Donc, leur slogan, eux, c'était plus qu'une boulangerie. Mais c'est un bel exemple là, d'une certaine uniformité dans la signature visuelle. Si vous avez des certifications ou des appellations, n'hésitez pas à les mettre de l'avant, à les promouvoir. Si vous êtes certifié bio, bien, c'est important que le consommateur le voit rapidement parce que les consommateurs pour qui c'est important vont chercher ces repères visuels-là. Il ne faut pas bouder aussi les anciennes formes de promotion comme la carte d'affaires. Dépendamment de la clientèle, il y a des personnes qui sont moins nouveaux médias sociaux, qui vont encore prendre des cartes d'affaires. Dans les médias sociaux, il y a une évolution. C'est pas les mêmes générations qui vont être sur Facebook que sur Instagram. Donc, si vous avez la chance de pouvoir avoir à la fois un site web, un Facebook, un Instagram, et même la bonne vieille infolette par courriel, d'avoir des listes de courriels, ça va rejoindre différents types de personnes. Donc, une stratégie dont on parle souvent en marketing, c'est de répéter le message et idéalement dans différents véhicules. Donc, si les gens voient votre logo sur un T-shirt, voient votre logo sur une affiche, ensuite, ils vont voir passer votre entreprise sur Facebook, ils vont recevoir une infolette dans leur boîte courriel. C'est des façons de rester présents et de pouvoir atteindre le plus de personnes possible. Le marché, ça peut être une belle occasion de présenter, si vous avez accès à un ordinateur ou une tablette électronique que vous pouvez apporter au marché, présenter votre site web. Ça peut être une façon aussi de recruter les gens pour votre infolette. Les gens peuvent inscrire leur adresse courriel et comme ça, vous pouvez garder le contact avec eux. Une autre chose intéressante à mettre de l'avant, c'est si vous avez gagné des prix et distinctions dans le milieu des affaires, dans le milieu agricole en particulier. Il y a beaucoup de prix de distinction, de reconnaissance pour, ça peut être la relève, pour la gestion, pour l'agro-environnement. Mais si vous avez gagné ces prix-là, n'hésitez pas, soyez fiers et montrez-les. Ça va donner aussi un sentiment de confiance aux consommateurs. Et ça va vous donner aussi une crédibilité. Prenez pas pour acquis que les consommateurs savent que vous avez gagné tel ou tel prix dans le milieu agricole. Souvent, ça se limite juste au milieu agricole. Les gens qui connaissent le milieu agricole, faites-le savoir à la clientèle élargie. Ici, je vous présente différents exemples concrets, en fait, de l'évolution de notre logo d'entreprise. Donc, on voit au départ, c'est un logo très sobre qui avait été pensé comme une pyrogravure sur bois. Donc, souvent, ce logo-là, on l'avait présenté sur du matériel en bois, des boîtes en bois. Notre affiche au marché, c'était une affiche en bois. Et puis, notre visuel à l'époque de site web avait du bois de grange. On avait ce logo-là dessus. Après quelques années, je pense je sentais qu'on avait bien démontré notre professionnalisme et là, j'avais besoin de mettre un petit peu plus de couleur et de vie dans l'image de notre entreprise. Donc, j'ai refait faire le logo par une graphiste. Elle lui a ajouté de la couleur. Elle a remis au goût du jour aussi
les polices, ces genres de choses, là, l'écriture, la police d'écriture, c'est des choses qui évoluent, il y a des modes là-dedans aussi. Donc, des fois, juste de rafraîchir certains aspects du logo, ça n'a pas besoin d'être une refonte totale, mais ça peut faire en sorte que on donne un petit peu plus de fraîcheur à notre image. Puis plus récemment, on a dû refaire le logo parce qu'on avait ce nouveau projet là, du marché bistrot. Donc, j'ai refait faire un nouveau logo avec la possibilité d'y ajouter la bannière marché et bistrot fermier. Donc, j'ai encore fait évoluer le logo, mais on voit bien dans cet exemple-là comment un logo peut évoluer, mais il y a toujours le même fil conducteur, ce qui fait que le client reconnaît, parce que c'est important que le client reconnaisse notre image d'entreprise, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Le logo, ça peut aider au sentiment d'appartenance, autant pour vos employés que vos clients. N'hésitez pas à faire des T-shirts ou des cotons ouatés ou des casquettes pour vos employés. Ils vont les porter avec fierté. Surtout au marché aussi, ça va permettre aux clients de bien reconnaître qui travaille pour votre kiosque. Ou quand vous vous promenez dans le marché, si vous êtes identifié à votre entreprise, vous allez avoir un autre accueil de la part des autres exposants et producteurs. Puis surtout, faites-vous plaisir. C'est comme embellir son environnement de travail. On aime travailler, on aime habiter dans du beau, on aime être entouré de beau. Donc, notre logo d'entreprise, la promotion, on le fait pour la clientèle, on le fait pour mousser les ventes, mais on peut le faire aussi pour nous parce que c'est agréable. Finalement, c'est comme un petit cadeau qu'on se fait. Ensuite, on arrive à un aspect crucial de la vente en marché public, qui est le service à la clientèle. Et tout est une question vraiment d'attitude. Ça commence d'abord par l'accueil. Il faut trouver le juste équilibre entre tenter d'attirer les gens vers son étal ou être trop passif puis attendre la clientèle. J'ai vu des deux exemples, des gens qui voulaient tellement attirer les gens à leur kiosque, qui étaient presque agressifs. Les clients faisaient quasiment un cercle pour passer autour de leur étal. Ou l'autre exemple typique qu'on voit, c'est le producteur ou la productrice assis sur sa glacière dans le fond de l'étal, les bras croisés. C'est pas évitant. Donc, il faut faire attention au non-verbal, à notre attitude, sourire, avoir les bras ouverts, être avenant. Et aussi, on peut utiliser le non-verbal des clients pour comprendre aussi leur réaction. Si les gens font un pas de recul, c'est peut-être parce que vous en avez mis un peu trop. Ensuite, ce qui est super important, c'est le sourire et le plaisir. Et pour ça, il faut travailler en amont puis mettre toutes les conditions gagnantes pour avoir du réel plaisir. Puis le secret pour ça, c'est tout dans la préparation du marché et dans les petits plus qu'on va amener pour créer l'ambiance derrière notre étal. Vous allez voir, la clientèle va être très influencée par l'ambiance qu'il y a derrière l'étal. Je fais un exemple assez concret. Dans les premières années, on finissait de préparer le marché aux petites heures du matin. On se levait super tôt. On arrivait cerné jusqu'ici, super stressé parce qu'on avait été à la course. C'est certain que cet environnement, cette atmosphère de stress-là devait se ressentir. Avec le temps, on a développé des trucs, je vais y revenir plus tard, pour être mieux préparé, arriver au marché, bien reposé, puis avoir du plaisir. Avec le temps, on a même acheté une machine à expresso. Donc, on apporte la petite machine à expresso au marché. On se fait des cafés pour tout le monde derrière l'étal. Des fois, on invite des bons clients à venir prendre un petit café avec nous. Ça crée de l'ambiance. Puis, ça se ressent beaucoup là pour la clientèle. N'hésitez pas, votre équipe de marché, que ce soit des employés ou des bénévoles, gâtez-les, créez cette atmosphère-là agréable. Puis, ça va être bénéfique pour tout le monde, autant pour vous que pour la clientèle. Comme je vous disais aussi, la confiance en son produit, c'est quelque chose qui va transcender. Si vous avez un produit de très grande qualité, vous allez être confiant, puis le client va le sentir. Pour gagner en confiance, je vous suggère d'aller faire un petit tour en épicerie, des fois de comparer ce qui se vend en épicerie. Moi, ça m'aide beaucoup des fois d'aller voir dans les fruits et légumes. Là, je me rends compte à quel point on apporte des produits d'une fraîcheur incomparable. C'est certain, c'est cueilli la veille, le matin même, alors qu'en épicerie, des fois, les produits arrivent ont déjà une semaine. Donc, ça peut être des stratégies là pour vraiment se gonfler à bloc un peu la confiance en soi. Essayez aussi d'avoir un message concis et vendeur. En ce moment, on parle de la règle du 10 secondes. Votre
pitch de vente, comme on dit, c'est en bon québécois, devrait durer à peu près 10 secondes et vous pouvez le préparer à l'avance. On vous demande pas là, d'être des gens spontanés, des arts de l'improvisation. Ça m'arrive souvent de me faire poser des questions ou d'avoir à répondre à un commentaire d'un client. Puis sur le coup, ce que je réponds, c'était pas l'idéal, mais par après, j'y repense. Puis la fois d'après, ben j'y ai repensé, puis j'ai déjà ma réponse toute faite. Vous pouvez même vous faire un cahier de réponses toutes faites pour vous et les personnes derrière votre étal. Le classique du produit trop cher, ben pensez à qu'est-ce que vous allez répondre si un client vous dit que votre produit est trop cher. Puis un petit truc, c'est toujours y aller avec une réponse orientée vers le positif. Au lieu d'essayer de vous défendre que votre produit coûte cher à produire, vous pouvez parler des retombées positives de votre produit. Ce produit-là, c'est plus que, par exemple, un légume. C'est un légume qui a été produit par les gens de notre communauté. C'est plein de retombées économiques pour notre communauté. C'est un produit qui a été produit dans un environnement, un écosystème riche, donc plein de retombées positives pour l'environnement. Donc, si vous orientez votre discours vers le positif, c'est certain que ça fait toujours plus vendeur que de critiquer ou d'être sur la défensive. Donc, c'est des choses que vous pouvez pratiquer, même écrire à l'avance. Puis le dernier aspect qui est très important aussi, c'est l'authenticité. Si, par exemple, vous faites de la revente, je vous suggère fortement d'écrire la provenance de vos produits. Parce que même si c'est une fois à l'occasion que vous avez revendu un produit, mais que vous ne l'avez pas dit au client et que le client s'en rend compte, il va remettre en question l'authenticité de l'ensemble des produits sur votre étal. Donc, c'est vraiment très important d'expliquer pourquoi vous avez un produit de revente cette semaine-là, peut-être parce que votre production est en retard ou vous avez eu un insecte que vous avez dû acheter d'un producteur ami ou d'un voisin. Mais c'est important de toujours être dans l'honnêteté et l'authenticité parce que c'est un lien qui peut se briser assez facilement et qui est très difficile à reconstruire. Par rapport au service à la clientèle, il y a un enjeu qui est assez important, c'est celui de la main-d'œuvre, surtout quand on est dans des contextes de pénurie de main-d'œuvre. Une des stratégies, ça peut être de faire appel à des bénévoles. Souvent, c'est des gens qui vont être là pour le plaisir et ça paraît aussi. Ça va changer l'ambiance à votre étal. Et surprenamment, des fois, les gens, les bénévoles, les amis qui viennent nous aider sont des meilleurs vendeurs que nous. Souvent, c'est nos clients convaincus, c'est nos amis. Donc, ils vont parler avec passion et sans modestie de nos produits, alors que nous, souvent, on a une petite gêne à vanter nos propres produits. Donc, ça peut amener ce plus-là. Vous pouvez travailler aussi avec du personnel payé. L'avantage du personnel payé, souvent, c'est qu'on va avoir plus de fiabilité et des employés un petit peu plus performants. Donc, c'est important de toujours garder un bon ratio entre employés et bénévoles pour avoir des gens qui connaissent bien l'entreprise aussi, qui peuvent répondre aux questions des clients, puis avoir des bénévoles qui sont là en soutien, qui assurent qu'on ait suffisamment de personnes derrière l'étal pour offrir une belle expérience et vivre une belle expérience aussi de travail. Puis, comme dans n'importe quel milieu de travail, c'est très important d'identifier ses forces et surtout ses faiblesses pour pouvoir aller chercher des personnes qui sont complémentaires. Si on a une personne, par exemple, dans l'entreprise qui a tendance à jaser beaucoup puis être moins efficace au travail parce qu'elle parle beaucoup, envoyez-la au marché, ça va être super. Elle va offrir une expérience extraordinaire aux clients. Puis si vous avez quelqu'un qui est plus efficace puis qui n'a pas la jasette facile, bien, ça va plutôt être la personne qui va être à l'arrière à décharger le camion, à recharger les étals. Donc, dans une bonne équipe, on n'aura pas des personnes qui vont faire la même chose puis qui vont être pareilles. On va juste trouver la bonne place pour chaque personne. Puis, n'hésitez surtout pas à avoir suffisamment de personnel. Si vous êtes en dessous du nombre de personnes requises pour offrir un bon service, ça va se ressentir, vous allez être stressé et le client vous aussi va le ressentir. Donc, on garde toujours le cap sur le plaisir, puis avec le plaisir, on a le sourire qui nous vient naturellement. Ensuite, on va parler du visuel et de la fonctionnalité de l'étal. On va voir des stratégies d'abondance, de couleurs. On va parler d'identification des prix, des recettes et des dégustations, de la possibilité aussi de concevoir un parcours dans notre étal. On va parler aussi d'espace et de convivialité. Puis, on va terminer avec des exemples concrets. D'abord, l'abondance, elle peut être réelle ou elle peut être fabriquée.
Si vous avez vraiment beaucoup de produits, ça dépend évidemment de l'achalandage de votre marché, mais essayez d'exposer vos produits le plus possible. Comme par exemple, un de nos meilleurs vendeurs au marché, pour nous, c'est la botte de carottes. Donc, on arrive le matin puis on va monter des bottes de carottes là, aussi haut pour qu'on puisse encore voir les clients. Et puis, plus il y a de la carotte, plus on en vend. Et puis, c'est un classique, quand on arrive à la fin et qu'il reste 3-4 bottes de carottes, plus personne n'achète les 3-4 bottes de carottes qui étaient pourtant exactement les mêmes que les 3-4 qui étaient sur le dessus de la pile. Donc, il faut constamment créer cet effet d'abondance-là. Quand on tombe avec une quantité plus limitée de produits, ce qu'on peut faire, c'est combiner des produits. Par exemple, si j'ai juste quelques choux-fleurs, au lieu d'avoir quelques choux-fleurs dans une boîte vide, je vais mettre mes choux-fleurs avec mes brocolis et peut-être des choux si j'ai pas beaucoup de produits pour créer un effet d'abondance en combinant plusieurs produits. Une des stratégies qu'on voit beaucoup, c'est l'effet d'abondance créé par l'inclinaison du produit. Donc, c'est pas pour rien que dans les magasins, les étals sont souvent inclinés parce que la même boîte comme ça ici nous offrirait pas du tout le même effet d'abondance. Donc, au marché, c'est possible aussi de créer cette abondance-là en mettant un petit panier ou un casseau ou un morceau de bois en dessous de notre boîte. Comme ça, on peut surélever la boîte. C'est sûr qu'il faut trouver le bon angle pour éviter que les produits déboulent trop facilement. Puis, le plus incliné possible pour créer le plus possible d'effet d'abondance. Sur l'image, dans la présentation qu'on voit ici, il y a des paniers de haricots. Donc, dans ce cas-ci, les paniers étaient vraiment pleins de haricots, mais si vous n'avez pas autant de produits, c'est très facile de créer des faux fonds avec, ça peut être du papier craft en boule ou... c'est une stratégie qui est extrêmement utilisée. Si vous remarquez les produits du commerce, souvent les bouteilles ou les pots vont avoir un fond très arrondi. Les petits casseaux de framboises ont le fond très bombé. Donc, c'est des stratégies couramment utilisées pour créer un effet d'abondance. Donc, au lieu d'avoir plein de produits, on met quelque chose en dessous pour donner l'illusion qu'il y a abondance de produits. En cours de marché, ça se peut que vous commenciez à manquer de produits. Des fois, vous n'avez pas la production pour pouvoir soutenir votre marché. C'est important d'adapter votre étal. Par exemple, à notre marché, on a, dans le gros de la saison, 6 gloriettes avec 13 tables. Au fur et à mesure que le marché avance, oups, il y a une table qui disparaît, une autre table qui disparaît et on condense les produits. Le produit qu'on n'en a plus assez, on enlève la boîte, le carton de prix, puis on condense pour toujours créer cet effet d'abondance-là. Si on le fait pas, les produits se vendent pas. C'est vraiment immanquable. Donc, c'est très important là, de faire attention à ne jamais avoir un étal qui paraît vide. Ensuite, une autre stratégie très simple, c'est d'utiliser les couleurs. Si vous avez des produits de différentes couleurs, c'est d'alterner. Finalement, comme on le voit sur la photo, un oignon rouge, un oignon blanc, une betterave rouge, une raviole blanche, une carotte orange. Avec les légumes, c'est facile, on peut créer cette alternance de couleurs-là. Si vous avez un produit qui est de couleur uniforme, vous allez pouvoir plutôt utiliser la couleur de votre présentation. Ça peut être les nappes, ça peut être les assiettes de dégustation, ça peut être votre emballage, votre étiquette. Pensez à avoir plusieurs couleurs et à alterner les couleurs. L'important, c'est de mettre l'eau à la bouche. Toutes les études montrent que si le produit nous met l'eau à la bouche, on va avoir l'impression que le produit est meilleur. Donc, dans des études qu'ils ont fait avec des clientèles, le fait de goûter un produit dans une assiette blanche ordinaire versus goûter le produit dans une belle assiette de poterie carrée, le même produit goûtait meilleur dans la belle assiette. Donc, c'est des stratégies que vous pouvez tout à fait utiliser. Et puis, les couleurs vont servir à attirer l'attention. Comme je dis souvent, nous, on fait de la courgette jaune pour vendre de la courgette verte. Les gens arrivent, de la courgette jaune, puis ils prennent la courgette verte à côté. Mais on a un produit comme la bêta-carde aussi qui est plein de couleurs. Souvent, ça va attirer l'œil parce que c'est plein de couleurs et c'est beau, mais les gens ne l'achètent pas nécessairement. Donc, la couleur, on voit à quel point c'est important, là, ça attire le client.
Un autre aspect qui est très important, c'est celui de l'identification des prix. Au Québec, c'est assez culturel. Si les clients ne voient pas le prix, ils n'y achètent pas. Souvent, on va s'en rendre compte au marché, on a un produit qui ne sort pas, puis oups, on se rend compte, on a oublié de mettre le carton de prix. On met le carton de prix, le produit se met à vendre. Donc, les clients québécois, c'est très important d'avoir le prix, idéalement le plus proche possible du produit. On peut avoir des tableaux avec des prix, mais éviter les gros tableaux de type menu là, avec 50 items dessus. Les clients vont trouver ça trop laborieux de faire un aller-retour entre le produit, le tableau, tenter d'interpréter qu'est-ce qui est quoi. Donc, pour pouvoir mettre vos prix à vos produits, vous pouvez soit les déposer en avant, ça peut être des systèmes de clips, d'aimants, des petits bâtons. Vous pouvez avoir un type d'écriture qui est temporaire, comme par exemple une ardoise ou un tableau, ou vous pouvez avoir une identification de prix qui est permanent. Ça sauve du temps. C'est possible d'avoir quelque chose d'entre les deux, comme on voit ici sur l'exemple où il y a les pains, il y a l'étiquette qui est permanente, puis on voit qu'il y a une autocollante de prix qui est amovible, qui peut être changée. C'est possible aussi d'utiliser des crayons qui imitent le crayon tableau, mais qui sont de la peinture blanche. Donc, on a cet effet-là d'ardoise, mais finalement, d'une semaine à l'autre, le carton reste, puis on n'est pas obligé de le réécrire à chaque fois. Dans les stratégies pour les prix, c'est possible aussi d'utiliser à l'occasion de faire des petites promotions, surtout quand on a beaucoup d'un produit. À ce moment-là, allez-y avec des promotions 2 ou 3 pour inciter le client à acheter davantage. Puis, comme je le disais, plutôt, il faut éviter de faire des rabais. Vous êtes mieux de donner des cadeaux. La majorité des études le montrent que le cadeau, quelque chose de tangible, va avoir un effet beaucoup plus durable et à long terme qu'un rabais, parce que l'argent, c'est quelque chose d'abstrait quand même. Puis d'avoir un rabais de 2 $ ou de se faire donner un produit d'une valeur de 2 $ que vous auriez pas vendu de toute façon, le produit que vous donnez va avoir un effet plus durable. Puis les gens aiment bien recevoir un cadeau tangible. Donc, c'est une meilleure stratégie que d'utiliser le rabais. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi les recettes et les dégustations qui donnent des idées de comment apprêter le produit. Si vous allez avec des dégustations, attention, si vous avez une préparation à faire, couper, mélanger quelque chose, vous allez devoir vous prendre un permis du MAPAC. Si vous faites des dégustations, allez-y vraiment avec des portions de dégustation. Des fois, je vois des dégustations, c'est tellement des gros morceaux là, qu'on peut déjeuner ou dîner au marché. Le but, c'est vraiment que le client goûte votre produit. Donc, ça peut être le plus petite portion possible qui permet de bien goûter. Ma fille me faisait remarquer aussi de couper de façon élégante. Elle disait, au lieu de couper un radis en cubes, on va couper en fines rondelles. Donc, on va avoir une belle rondelle qui rappelle la rondeur du radis. Ça peut être d'utiliser un couteau gaufré ou... Bref, c'est important que votre petit échantillon aussi soit attirant. Ce qui est très important aussi, c'est un peu que le client doive gagner sa petite bouchée. Donc, vous devez faire votre petit discours de vente et donner la dégustation après. Ça va aussi mettre l'eau à la bouche. Si vous parlez de votre produit avec passion, il y a plus de chances que le client trouve votre produit bon que s'il le goûte sans qu'on lui ait mis l'eau à la bouche avant. Si vous y allez avec des suggestions de recettes, allez-y avec des recettes plus faciles. Les gens cuisinent de moins en moins et les gens vont préférer souvent les recettes faciles. Et idéalement, essayez de trouver des recettes où vous allez pouvoir vendre plusieurs produits qui vont être utilisés dans une même recette. Vous pouvez aussi adapter votre dégustation au moment de la journée ou au moment de l'année. Par exemple, il y a une artisane qui fait un chocolat extraordinaire quand on arrive à l'automne, qui fait froid, elle fait déguster son chocolat sous forme de chocolat chaud type expresso, là. Puis comme il fait froid, le petit chocolat chaud, c'est tout à fait adapté à ce moment de la saison-là. Donc,
vous pouvez aussi choisir le type de craquelin sur lequel vous allez faire goûter vos produits, dépendamment si c'est en fin de journée ou le matin, que ce soit plus inspiration déjeuner ou inspiration souper. Donc, c'est des petits trucs là, pour vous aider dans les recettes et les dégustations. Un aspect que j'aime beaucoup parler, c'est celui du parcours, un peu comme si, quand vos clients viennent à votre étal, ils venaient visiter votre ferme. Pensez à un genre de parcours agro-touristique à votre étal. En fait, votre étal, c'est un peu l'interface entre votre ferme et le client. Et c'est ce qui vous distingue du produit d'épicerie. La meilleure histoire que vous avez à raconter, c'est votre histoire et c'est votre plus grand outil aussi de promotion. Derrière le produit d'épicerie, il n'y a pas d'histoire. Alors que vous pouvez expliquer comment cet animal-là a été élevé, a été nourri, comment la découpe a été faite, comment on peut apprêter la viande de différentes façons. Quand on est dans les produits végétaux, ça peut être d'expliquer tout le processus de production, de la production du transplant à la transplantation, des herbages. Plus les gens vont voir l'histoire derrière le produit, plus les gens vont reconnaître la valeur de votre produit et qu'ils vont pouvoir avoir une plus grande gratitude envers votre produit et votre produit ne sera plus interchangeable avec un produit d'épicerie. Pour ça, n'hésitez pas à mettre des images de votre ferme ou de votre atelier, des différentes étapes de production. Ça peut être sous forme de photos. Notre étal est très grand, donc on a mis il y a quelques années là, une banderole de photos où on voit des paysages bucoliques, mais on voit aussi nous en train de travailler dans le champ, sous la pluie, accroupis, les mains dans la terre, pour reconnecter les gens avec la réalité de la production. On a eu beaucoup de commentaires des clients qui nous disaient « Oh, ça fait réaliser vraiment tout le travail qu'il y a derrière vos produits. » C'est exactement ça le but. Il faut que les gens reconnaissent le travail, la passion qu'il y a derrière vos produits. Si vous n'avez pas beaucoup de place, ça peut être d'avoir une tablette électronique avec un diaporama et des images qui tournent. Ça peut être un album photo aussi, qui est quelque chose de plus tangible. Si vous faites des dégustations, vous pouvez aussi avoir un parcours de dégustation. Souvent, il y a des fromages ou des alcools qui vont se déguster dans un ordre particulier. Il y avait un fromager, un marché qui faisait un travail extraordinaire. Il y avait 3 fromages, il y avait une histoire derrière chaque fromage, et puis les gens passaient devant son étal, probablement n'avaient même pas l'intention d'acheter un fromage. Ils se faisaient mettre 3 morceaux de fromage. Souvent, les gens partaient avec les 3 fromages. Donc, il y a moyen là, de vraiment transmettre la passion et l'amour du produit en ayant réfléchi un parcours, un peu comme quand les gens vont visiter une ferme. Ils vont visiter la ferme, ils ont eu une belle expérience, ils passent à la boutique puis ils achètent plein de produits. C'est un petit peu cette même expérience-là que vous pouvez tenter de recréer au marché. Dans le fond, c'est que le client se laisse guider sans s'en apercevoir. À notre étal, qui est un étal de légumes où on a plusieurs tables, on a une caisse qui est à un bout, puis on a des paniers qui sont à l'autre bout. Donc, on incite les gens, sans le savoir, les gens prennent un panier et même s'ils étaient venus acheter 2-3 produits, ils doivent passer devant chacun des produits. Et puis, là, on a évidemment créé l'effet d'abondance, on a alterné les couleurs, on a brumisé les produits, on leur a mis l'eau à la bouche. Donc, finalement, les gens se retrouvent à remplir le panier puis arriver à la caisse avec un panier bien rempli. Donc, on les incite en leur suggérant un parcours. On peut aussi utiliser des stratégies comme les bonnes vieilles stratégies d'épicerie, donc de mettre les barres de chocolat près de la caisse et que ça peut avoir des petits produits que vous avez à la caisse. Dans notre cas, ça va être par exemple de l'ail ou si vous avez d'autres produits, d'avoir des petits produits qui sont moins chers ou qui sont à consommer sur place, ou des petits produits qu'on peut offrir en cadeau. C'est le genre de produits qu'on va mettre au bar de la caisse ou en fin de parcours, là, dépendamment de votre parcours, s'il est virtuel ou concret dans votre étal. Ensuite, un autre aspect très important, c'est l'espace et la convivialité. Il faut penser au confort du client. Ça peut être, des fois, quand c'est possible, de louer un emplacement de plus. Il y a personne qui aime ça jouer du coude ou se battre pour pouvoir se procurer un produit. Donc, si vous sentez que vous atteignez le stade où votre étal est tellement populaire que les gens doivent attendre et patienter pour pouvoir avoir accès à quelqu'un, c'est peut-être le temps d'élargir votre étal.
Et puis, il faut penser aussi à comment vous allez adapter votre étal en cas de pluie, si vous avez la possibilité là, de l'adapter. Par exemple, comme on le voit sur l'image dans la présentation, on a reculé les tables à l'arrière pour laisser beaucoup de place aux clients. Comme ça, en cas de pluie, nous, on peut être à la pluie avec nos imperméables, nos bottes de pluie. On est habitués, on fait ça tout le temps dans le champ quand il pleut. On n'a pas peur de la pluie, mais le client, lui, peut être inconfortable. Donc, on recule l'étal pour pouvoir laisser de la place aux clients. J'ai déjà vu un marché où il pleuvait, où il y avait un kiosque, la personne elle avait mis sa table exactement à la même place que d'habitude, de sorte que si le client venait s'approcher pour voir les produits, l'eau qui dégouttait de la gloriette lui tombait directement sur la tête. Il y avait personne à cet étal-là, évidemment, et le producteur était assis sur sa glacière, les bras croisés, à regarder le temps passé. Donc, c'est important d'observer puis de trouver comment on peut s'adapter pour rendre le client le plus confortable. Un autre petit exemple, nous, on travaille avec des légumes. Des fois, les produits sont mouillés, peuvent avoir de la terre. Des fois, les gens, ils prennent les légumes, puis après, ils sont comme ça avec leurs mains. On a toujours une petite serviette à leur tendre pour qu'ils puissent s'essuyer les mains. C'est ce genre de petite attention qui fait toute la différence. Puis, un autre petit exemple aussi, dans le cas des légumes, moi, j'avais l'habitude au marché là, de mettre mes produits les plus lourds au début. Comme ça, quand les gens mettent les choses dans leur panier, ils n'ont pas à réfléchir que là, faut que je déplace mes tomates parce que je mets des patates par-dessus. Donc, les patates sont en premier, les tomates sont à la fin. Donc, c'est toujours de penser au confort des clients. Ici, on va voir des exemples concrets de l'évolution de notre étal au marché. Donc, on voit dans les premières années, là, c'était notre deuxième année de marché, on voit en 2008 avec, on avait 2 tentes, on a des nappes très colorées mais disparates, on a un look pas mal grano. À l'époque, on voit pas de carton d'identification de prix, on avait un grand genre de tableau style menu. On voit 2 ans plus tard, il y a eu une évolution. On avait notre belle affiche là avec pyrogravure sur bois. On avait les petites boîtes en bois. Et là, on s'est mis à avoir des cartons de prix pour bien identifier chacun des produits. Et on avait un look là quand même assez professionnel, mais on avait encore nos petites nappes de toutes les couleurs un peu disparates. À cette année-là aussi, on s'est mis à mettre de l'avant aussi la certification biologique, à l'écrire sur les cartons de prix, puis avoir des cartons qui disaient que la production était certifiée biologique. 2 ans plus tard, là, j'ai enfin investi dans des belles nappes de couleur bleu foncé, en coton bio, tout uniforme. Ça donnait un look plus professionnel. Puis cette année-là aussi, on s'est mis à amener des fleurs, vendre des fleurs au marché et donner des fleurs aussi aux clients, aux bons clients qui faisaient des bons achats. Ça a beaucoup égayé la table au marché. Puis on voit là dans les dernières années, on a plusieurs tentes avec un parcours où les gens prennent les paniers au début, se rendent jusqu'à la caisse. On a des prix permanents depuis quelques années aussi, donc on n'a pas à les réécrire à chaque semaine. On a la caisse qui permet de pouvoir servir beaucoup de clients plutôt que de servir les clients pour les légumes et de les faire payer en même temps. Le fait de séparer la caisse a amené beaucoup plus d'efficacité. Donc, les clients peuvent partir avec leur panier de produits plus rapidement. Puis, on a fait un virage aussi vrac, zéro déchet, qui était en accord avec nos valeurs. Puis aussi, on a tranquillement là, éduqué nos clients pour développer des trucs pour avoir des produits le moins emballés possible. Là, ces exemples-là montrent que finalement, une entreprise va forcément évoluer à travers le temps parce que les marchés et la clientèle aussi évoluent. Donc, on doit s'adapter. Puis aussi, par essai et erreur, on a adapté notre étal au marché aussi en fonction aussi du développement de notre entreprise. Ensuite, on va terminer avec les aspects pratiques. Comme je vous disais, le plaisir d'être au marché dépend beaucoup du fait d'être bien préparé à l'avance. Donc, tout ce qu'on peut faire la veille ou l'avant-veille, on va essayer de le faire pour éviter là, de tout faire le matin ou de terminer tard le soir. Comme par exemple, charger tout le matériel qui peut être chargé à l'avance dans le camion. Ça peut être aussi de
prévoir durant l'hiver de préparer vos recettes, de préparer, de faire des boîtes ou trouver de l'équipement pour vraiment, durant la saison estivale, en avoir le moins possible à faire. Quelque chose de très simple, on va avoir un exemple, une liste de vérification, comme on dit en québécois, un bon checklist. Ça permet de se libérer la charge mentale tout en étant certain de ne rien oublier. Puis si jamais on oublie quelque chose où on se rend compte que tel ou tel outil serait pratique au marché, on fait juste le rajouter sur la liste et comme ça, à partir de la semaine suivante, cet item-là est ajouté à la préparation du marché. Un autre aspect très important, c'est l'ergonomie du travail. Comme je dis souvent, que ce soit à la ferme ou au marché, quand on peut rouler, c'est mieux toujours que soulever. Donc, ça peut être, comme on voit sur l'image ici, d'avoir un convoyeur à rouleau qui nous permet de rouler et les caisses de légumes pour décharger le camion. Si on a des produits congelés comme la viande, ça peut être juste de faire poser des roulettes sous notre glacière. Donc, on sort la glacière, puis le reste, on peut la rouler. Quand on est à la caisse ou à l'étal, ça peut être de suspendre les sacs à la bonne hauteur plutôt que d'avoir à se pencher à chaque transaction sous la caisse. On amène aussi au marché des tapis, des petits tapis, c'est des morceaux de tapis comme en casse-tête, là, modulaires, qu'on peut mettre derrière la caisse parce que rester 4 ou 5 heures de temps debout derrière l'étal, ça peut donner mal au dos. Forcément, ça va affecter notre humeur. Puis si on n'a pas de plaisir, on n'a pas de sourire, on va offrir une moins belle expérience aux clients. Et ça peut être possible aussi des fois, dans certains marchés, là, de louer un emplacement de plus pour pouvoir travailler efficacement. Des fois, c'est pas toujours pour la clientèle qu'on va pouvoir vouloir plus d'espace. Ça peut être aussi pour avoir suffisamment d'espace pour travailler efficacement. Donc ici, on voit un exemple de liste de vérification. Donc, on met la date tout simplement avec la liste des items à apporter et puis on coche tout simplement. C'est très, très simple. Je veux dire, ça a pris quelques années avant qu'on ait une liste de vérification qui était complète et pratique, mais c'est un petit exemple qui a changé beaucoup la préparation des marchés. Un autre aspect aussi intéressant dans la préparation du marché, c'est toute la liste de récolte ou de préparation, où là, on va inscrire exactement les quantités de chaque produit à apporter. Cette même liste-là peut nous servir aussi pour faire l'inventaire. Autrefois, on fonctionnait avec des listes papier. Puis maintenant, on fonctionne avec des outils informatiques en ligne. Ça permet de pouvoir travailler en temps réel à plusieurs personnes. Puis ça permet aussi d'avoir tout le travail de compilation qui est déjà fait au lieu de retranscrire du papier vers l'ordinateur. Et ça nous permet d'avoir des statistiques de vente, de pouvoir bien planifier les quantités à apporter d'un marché à l'autre, d'une année à l'autre aussi. Donc, c'est des outils là, que vous pouvez développer assez facilement là, avec des plateformes en ligne gratuites là, comme Google Sheet ou autres. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est que l'information soit dans la tête du fermier ou de l'exposant puis que cette personne-là ait été remplaçable. En mettant en place ce genre d'outils-là, ça permet aussi de pouvoir déléguer, de pouvoir confier des tâches à d'autres personnes et de pouvoir être remplaçable. C'est une bonne pratique de gestion de risque de pouvoir toujours être remplaçable dans son entreprise. On en a parlé un petit peu ici. Je ne vais pas rentrer en détail dans les permis du MAPAC. Il y a des sites Internet et il y a de la documentation qui détaille tout ça. Mais il est important de savoir que si on est un producteur enregistré, qu'on a un NIM, un numéro d'identification ministériel, on va pouvoir vendre non seulement des fruits et légumes, mais aussi des produits apicoles, des produits acéricoles et des œufs sans permis. Si on n'est pas un producteur enregistré puis qu'on a des poules, des abeilles ou qu'on a une érablière, ben là, ça va prendre un permis de vente au détail. Et dès qu'on vend là, des produits transformés, qu'ils soient transformés nous-mêmes ou transformés par quelqu'un d'autre, ça va prendre aussi un permis de vente au détail. Ici, j'ai mis à titre indicatif les coûts des permis cette année. Le permis de préparation générale, dans le jargon, on va souvent l'appeler le permis de transformation. Celui-ci inclut le permis de maintien chaud-froid.
Si on fait juste vendre des produits transformés et qu'on doit maintenir la chaîne de froid, là, on peut avoir un permis qui est moins complet que le permis de préparation générale. Le permis de préparation générale, c'est le permis qui permet là, de transformer et de vendre là, ces produits, que ce soit comme des repas, collations ou des produits à consommer sur place. Puis pour la vente au détail, s'il y a de la transformation, bien, ça va être le permis de préparation générale. Puis si on vend des produits qui ont été transformés par un tiers, c'est vraiment simplement le maintien chaud-froid. Donc, pour avoir cette information-là, le MAPAC a 2 documents. Il y a l'aide-mémoire pour les exploitants de restaurants et de vente au détail. C'est un document qui est vraiment très complexe, qui explique les permis et les tenues de registre et quel est tout le processus là, de contrôle de l'hygiène, salubrité. Ça explique aussi dans quel cas une formation en hygiène, salubrité est requise. Puis il y a un petit document qui a été produit aussi par le MAPAC il y a quelques années qui résume très bien les exigences spécifiques pour le marché public. Donc, ça explique exactement là, dans quel cas vous allez avoir besoin d'un permis ou non. Donc, vous pouvez vous y référer. Puis, je vous laisse avec des liens intéressants. Évidemment, il y a le site web de l'Association des marchés publics du Québec. Vous allez retrouver de la documentation et des outils, autant destinés aux producteurs, exposants, qu'aux organisations qui gèrent ou développent des marchés. À l'Association des marchés publics du Québec aussi, il y a un programme de mentorat. Donc, pour une personne qui voudrait vivre une première expérience en marché public, peut se faire accompagner par une personne expérimentée qui va en marché public depuis longtemps. Je vous ai mis aussi le lien pour la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. C'est une coopérative qui regroupe tous les producteurs qui font de l'agriculture de proximité. Il y a possibilité aussi de faire partie de cette coopérative-là, même si vous n'êtes pas producteur enregistré, si vous êtes artisan ou quoi, mais vous allez être dans une autre catégorie de membres. Puis c'est au niveau de la représentativité là, au sein du fonctionnement démocratique de la coopérative que ça va changer quelque chose. Mais sinon, il y a plusieurs services offerts à tous les membres de la coopérative, notamment de l'achat collectif. Il y a déjà eu de l'achat de petits tableaux noirs pour identifier les prix, avec des petites clips aussi pour tenir les tableaux, des fabrications de boîtes de bois, achat collectif de boîtes de transport. Le concept est simple, c'est qu'on se met à plusieurs pour acheter en gros volume, ce qui nous permet d'avoir des meilleurs prix. Un autre volet très intéressant de cette coopérative-là, c'est la mise en marché coopérative. C'est des fermes qui se mettent ensemble pour pouvoir offrir des paniers. Par exemple, comme le projet des bio locaux, ils ont des paniers d'hiver. Donc, à plusieurs fermes, ils sont capables d'avoir une offre pendant l'hiver là, de paniers intéressants. Et il y a aussi des marchés coopératifs dans les marchés permanents comme Jean Talon ou Atwater, où c'est difficile pour un producteur de se payer un étal là-bas. Donc, à plusieurs producteurs ensemble, ils peuvent tenir un étal coopératif. Puis je sais qu'il y a d'autres projets aussi en développement. Et aussi des activités de formation basées vraiment dans une approche là, de fermier à fermier. Et il y a aussi des projets d'autoconstruction où les membres peuvent apporter des projets de construction. Ça peut être d'une machinerie, mais ça pourrait être aussi de boîtes de marché ou autre, où là, les producteurs vont produire vont autoconstruire eux-mêmes, acheter en commun le matériel et louer un emplacement ou de l'équipement pour pouvoir réaliser cette autoconstruction-là. J'ai mis aussi les sites pour les références du ministère de l'Agriculture là, pour tout ce qui est les permis et les exigences en hygiène et salubrité et le lien là, vers le document dont je vous parlais spécifique pour les marchés publics. Voilà, ça termine cette présentation sur la vente en marché public en espérant que ce sera un outil qui pourra vous être utile pour identifier si le marché public est une bonne occasion d'affaires pour vous, si vous allez trouver le moyen d'y faire de bonnes affaires, mais surtout d'y avoir du plaisir. Merci. Au plaisir.